émérite à l'Observatoire astronomique de Strasbourg et je vais vous parler de ce qu'on a fait pour partager les données en astronomie. Si vous étiez à la réunion Terena Oscar, vous allez reconnaître les slides, désolé. J'ai juste un tout petit peu toiletté, mais vraiment un tout petit peu. Donc, je suis parti en fait Oui, du top-down. Au niveau politique, la science ouverte et donc le partage des données, c'est un sujet très chaud dans un certain nombre de pays et au niveau international, et c'est le cas depuis un certain temps. Il y a eu un premier document qui était les principes et le guide pour donner accès aux données de la recherche qui résultent d'un financement public dès 2006, qui a été fait par l'OCDE, qui a été mis à jour en 2021. Et vous voyez que l'OCDE avait identifié des tas de mots-clés très importants pour partager correctement des données de la recherche et des données en général. L'UNESCO a aussi beaucoup plus récemment fait des recommandations sur la science ouverte et les ministres de la recherche, d'abord du G8 puis du G7, ont ce thème-là sur leur agenda depuis longtemps. Ils ont fait une prise de position forte en 2013, par exemple, et ils ont réitéré en 2023. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en 2023, ils ont cité les principes FAIR, dont je vais vous parler un tout petit peu plus tard. Donc, ils parlent bien de données et de publications académiques. Au niveau européen, c'est aussi un point important vu par la Commission européenne. En 2015, ils avaient comme devise Open Science, Open Innovation, Open to the World. Et dans la stratégie plus récente 2020-2024, ouverte est un des thèmes du chapitre qui s'appelle Our Digital Future. Ils ont aussi une liste d'ambitions qui sont plus vers une implémentation et des actions à mener. Et on revoit apparaître ici les données ouvertes avec une référence à faire. Et puis évidemment l'European Open Science Cloud et d'autres choses. En France, on a comme base de départ, d'une certaine manière, la loi pour la République numérique de 2016, qui disait qu'il faut promouvoir l'ouverture et la circulation des données et de la connaissance, et le plan national pour la science ouverte, qui a eu sa première version en 2018, généraliser l'accès ouvert aux publications. C'est ce que les gens voient dans la science ouverte depuis longtemps, mais aussi parler des données de la recherche et aussi des aspects internationaux, dont on va parler assez largement quand on va discuter d'astronomie. Il y a eu une deuxième version de ce plan en 2021 où on retrouve les publications et les données, mais où on a ajouté les logiciels produits par la recherche et la transformation des pratiques, qui est quelque chose qui est extrêmement important et je pense que vous le voyez tous les jours, à la fois pour vous-même et pour votre communauté. Donc, comment on fait ça, le partage des données scientifiques? Il y a vraiment les principes FAIR qui ont été publiés en 2016 et qui sont devenus très vite une manière pratique, disons, de décrire ce qu'il faut faire pour partager les données. C'est beaucoup plus pratique et facile à retenir que la longue liste de mots-clés que je vous ai écrit, qu'avait trouvé l'OCDE en 2006. La Commission européenne avait mis en place euh, un, un groupe de travail sur FAIR et donc on a des recommandations pour l'implémentation des pratiques FAIR. C'était des recommandations dans le cadre d'un groupe de travail de l'EOSC, en fait, du secrétariat de l'EOSC. On a, pour l'implémentation des pratiques FAIR, on voit apparaître plusieurs choses qui sont très importantes. La référence aux communautés scientifiques qu'on voit apparaître à la fois dans le premier point, il faut que la communauté sache ce qui se passe et qu'on lui apprenne
à travailler, à partager les données. Il y a aussi un problème de gouvernance des communautés pour le partage des données, et ça va être le cœur de mon exposé sur l'astronomie. Et aussi, il faut avoir des financements et des moyens pour développer, pour adopter et pour maintenir les standards communautaires, les outils et l'infrastructure communautaire de partage des données. On voit aussi apparaître les Other Digital Objects, ça veut dire aussi les logiciels, et ainsi de suite. Donc, nous avions fait en 2018 un panel dans une réunion qui s'appelle l'International Data Week avec des disciplines qui partagent leurs données et on a essayé de définir les points communs et les différences entre ces disciplines qui travaillent à partager leurs données. Donc, il y a beaucoup de points communs. En particulier, le point essentiel, c'est qu'il faut que le partage des données soit piloté par les besoins scientifiques. Et ça, quand je vois votre programme de travail, je vois que c'est bien le cas. Du moins, c'est l'impression que j'ai à vue de l'extérieur. Qu'il faut partager des données, mais aussi des outils. On revoit aussi là le fait qu'il y a des standards d'interopérabilité des données et de partage des données. Et les aspects disciplinaires sont essentiels, qu'il faut avoir de bonnes raisons, qu'on pousse les gens à partager les données, qu'il y a des aspects sociologiques, et en particulier quand on veut définir des standards, il faut se mettre d'accord, et c'est difficile de se mettre d'accord pour définir des standards. On peut avoir beaucoup de méthodes et de techniques qui peuvent être partagées. Par contre, le système de gouvernance dépend vraiment de la discipline, de la manière dont elle est organisée. Et chaque discipline a sa propre manière de s'organiser, ses propres pratiques. Et donc, ce que je vais vous raconter, c'est pas du tout pour vous dire faut que vous fassiez comme ça. C'est pour vous dire comment nous on a fait à cause de notre propre histoire et de notre propre culture, et de vous encourager à trouver votre propre chemin en tenant compte de votre propre façon de penser et de travailler, et de votre communauté et de la manière dont elle fonctionne. Donc là, on arrive à l'astronomie. Quand on pense aux infrastructures de recherche en astronomie, on pense aux infrastructures, aux télescopes sol et spatiaux, bien sûr. Mais dans la pratique de tous les jours des astronomes, on a les données, qui sont une des infrastructures de recherche disponibles 24 heures sur 24 pour tout le monde. Pourquoi on partage des données en astronomie? Je pense que vous allez reconnaître bien les pratiques aussi de votre communauté. Le partage des données, c'est au cœur de notre approche scientifique, parce qu'on fait de l'astronomie en combinant des données d'instruments différents pour comprendre ce qui se passe en astronomie, dans les objets astronomiques. Et chez nous, ça s'appelle l'astronomie multilongueur d'onde et multimessager. Et on a vu apparaître de façon assez tonitruante les ondes gravitationnelles récemment. On a des variabilités sur beaucoup d'échelles de temps et on compare des modèles avec des observations. Je suis sûr que vous reconnaissez très bien toutes ces raisons de partager les données. On a aussi des instruments coûteux. Vous avez vu les télescopes. Et donc, si on prend l'optique des gens qui payent des impôts, on a aussi l'obligation d'optimiser le retour scientifique des instruments qui sont coûteux. Mais même quand les instruments sont moins coûteux, ils ont un coût. Il y a des gens qui travaillent dessus et ça s'ajoute au coût consolidé. Et donc, on a vraiment le devoir d'optimiser le retour scientifique des instruments qu'on utilise. Donc, on a aussi quelles sont les données qu'on a en astronomie? On a ces observatoires sol et spatiaux qui ont des archives. On fait des relevés du ciel qui donnent des données homogènes sur des fractions du ciel ou le ciel entier, avec beaucoup d'objets et des données qui peuvent être très détaillées et complètement homogènes. On a des bases de données à valeur ajoutée. Je vous dirai un mot de ce qu'on fait au Centre de données astronomiques de Strasbourg un peu plus loin. Des données bibliographiques, des données de modélisation. Et ce qui est important de savoir, c'est que les données observationnelles sont ouvertes, en général après une période propriétaire qui est 6 mois à 1 an, pour des données obtenues quand il y a un télescope qui a du temps d'observation qui est ouvert à des propositions d'observation. Les gens qui obtiennent le temps d'observation ont les données pour eux et pour leur équipe pendant un certain temps. Et ensuite, les données sont ouvertes pour tout le monde
Et c'est une manière de continuer à avoir des données, des propositions d'observation de très bonne qualité et donc des archives qui contiennent des données scientifiquement les plus valides possibles. Les bases de données à valeur ajoutée sont ouvertes et la plupart des journaux sont encore la propriété de la communauté et ça, c'est un élément important pour le partage des données bibliographiques. On s'intéresse à la fois aux grosses données, aux big data qui viennent des télescopes ou des grands relevés, mais aussi aux données de longue traîne. Et dans notre cas, ce sont des données de longue traîne qui sont validées parce qu'elles sont attachées à des publications. Et ce qu'il faut avoir en tête, c'est que les données sont findable, accessible, interopérable, reusable, faciles à trouver, accessibles, interopérables et réutilisables et réutilisé par la communauté. Donc, on a notre propre manière de voir faire et notre, la manière dont on le met en place, c'est pour servir les besoins de la communauté. Je vous ai déjà parlé des standards. Les standards jouent un rôle absolument essentiel et ils sont définis au niveau international parce que les instruments sont beaucoup, pour l'essentiel, internationaux et le partage des données est aussi au niveau international. On a un format des données qui a été défini entre 77 et 81, qui inclut à la fois les données et les métadonnées, ce qui veut dire que les données sont réutilisables, et on définit des standards pour trouver les données, y accéder et les faire interopérer dans le cadre d'une organisation internationale qui s'appelle l'International Virtual Observatory Alliance, qu'on a fondée en 2002. C'est là où on discute des standards pour Find, Access et Interoperate. Et ça a bien marché parce que on n'a pas demandé aux gens qui ont les données de changer leur système. On définit juste une couche fine en haut des données qui sont gérées par les archives, par exemple, ou par les centres de données à valeur ajoutée, qui ont des services de données à valeur ajoutée, une fine couche au-dessus des données qui permettent de trouver les données, d'y accéder et de les interopérer parce que on sait répondre à des questions qui sont communes à tout le monde et définies par l'IVOA avec de la sémantique définie par l'IVOA. On a un registre de ressources et ce qui est très important aussi pour que le système soit utilisé par la communauté, on a les données et des outils pour accéder aux données et les utiliser et tout ça c'est interopérable. Donc, quand on est astronome, on a une infrastructure de données qui est mondiale, multipolaire, il n'y a pas de point central, il y a des archives, des centres de données à valeur ajoutée, des journaux, et elle est unique. C'est une infrastructure qui est complètement ouverte, tout le monde peut partager une ressource qui contient des données ou développer un outil, il suffit d'utiliser les standards et de déclarer la ressource de données dans le registre de ressources et l'infrastructure, elle permet un accès transparent aux données. On n'a pas besoin de connaître la manière d'interroger une archive spécifique. On met une requête qui va interroger toutes les archives qui sont dans l'observatoire virtuel. Et elle est invisible des utilisateurs, ce qui peut être aussi un problème parce que les utilisateurs ne se rendent pas compte de l'énorme travail nécessaire pour définir les standards et aussi pour mettre en place les archives de données ou les bases de données. Donc l'IVOA est là, vous avez des liens si vous avez envie d'aller regarder tout ça de plus près. On a des groupes de travail qui définissent les standards, c'est les différents aspects de faire en fait, les applications, ça c'est ce qu'il y a au-dessus de la couche qui permet d'accéder aux données. La couche d'accès aux données, des modèles de données, des grilles des web services, c'est l'aspect technique lié au web, et la sémantique qui est absolument essentielle, évidemment, pour avoir de l'interopérabilité et pour savoir de quoi on parle, donc pour pouvoir réutiliser les données. On a en complément des groupes d'intérêt, des groupes de travail, des groupes d'intérêt qui rassemblent les besoins et qui aide les working groups dans la définition des standards. Et vous voyez ces différents aspects qu'il faut prendre en compte quand on définit le partage des données. Data curation et preservation, l'utilisation pour l'éducation,
des aspects qui vont plus vers l'intelligence artificielle, Knowledge Discovery in Databases, les opérations, par exemple, être sûr que le registre de ressources fonctionne et que les ressources arrivent à se connecter sur le registre. Euh, Ensuite, des aspects plus disciplinaires, le système solaire, théorie, les domaines temporels, la radio, et il y a en formation un groupe de travail sur les hautes énergies, un groupe d'intérêt sur les hautes énergies. La manière dont l'IVOA est organisée, il y a un executive board qui prend les décisions finales, un technical coordination group qui est composé des présidents et vice-présidents de chacun des groupes d'intérêt et des groupes de travail, un comité sur les priorités scientifiques. Vous voyez, le pilotage par la science est vraiment explicite, et un comité qui définit la manière dont on travaille. La manière dont on travaille, la procédure de standardisation est inspirée du W3C. On a des working drafts, propose recommandations, request for comments, et ensuite recommandations pour chacune des recommandations de standards, pour chacun des standards. Donc, vous trouverez tous les standards regroupés par groupe de travail sur la page où on les regroupe avec leurs différentes versions. Vous voyez que la maintenance des standards est essentielle parce que la science évolue et la technologie aussi. Et en implémentant, on s'aperçoit aussi qu'on peut améliorer les choses ou rendre les standards plus riches. Pour avoir un standard accepté, il faut qu'il y ait des implémentations de référence. Donc, un standard n'est accepté que quand il a déjà été implémenté. Alors, pour vous montrer que, effectivement, c'est utile pour une infrastructure de recherche de partager ces données, j'ai l'exemple du Hubble Space Telescope. C'est les articles publiés. Bon, l'impact d'une infrastructure est mesuré par les articles qui en sortent en utilisant ces données. Et donc là, vous voyez, je vous disais tout à l'heure, le Space Telescope, le télescope spatial Hubble, c'est un télescope qui fonctionne avec des propositions d'observation. Donc il y a des appels à propositions. Et donc on a sur cette figure les données, les articles publiés à partir de euh, données obtenues par un appel à proposition, par l'équipe qui a répondu à l'appel aux propositions et qui a obtenu le temps. Ça, je crois que ça s'appelle les guest observers. Je vois pas le, 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 le truc parce que j'ai le chat dessus, mais ça doit bien être ça. On a des papiers qui sortent seulement de l'archive, donc les articles ont été faits à partir de données obtenues dans l'archive, et on a des articles où les gens ont obtenu du temps d'observation et ont complété leurs observations avec des données qu'ils ont trouvées dans l'archive. Donc vous voyez, c'est très important. Le télescope spatial Hubble fait plus que doubler son impact en s'occupant correctement de son archive. Et le fait que l'archive est distribuée à travers l'observatoire virtuel, ça permet d'y accéder extrêmement facilement. Donc là, c'est pour vous montrer, ça c'est une application, un portail de l'OV, de l'observatoire virtuel, qui est développé à Strasbourg au Centre de données astronomiques, qui s'appelle Aladdin. Donc c'est un outil qui permet d'obtenir des images qui sont dans des archives qui sont réparties autour du globe. On a le registre de l'OV qui permet d'accéder à toutes les archives qui sont dans l'OV, et c'est le cas de pratiquement de l'ensemble, je pense, des grands observatoires sol et spatiaux. On a donc des données de beaucoup d'observatoires et de missions spatiales. On a des relevés de tout le ciel ou d'une bonne partie du ciel, il y en a des milliers. Il y a de très grands catalogues qui ont des milliards d'objets pour certains, et on peut faire des requêtes complexes. On peut avoir des techniques pour faire des zooms. Quand il y a des grosses données, on récupère des données compactées et ensuite on peut faire des zooms dessus. Tout est interopérable, à la fois les données et les applications. Donc là, c'est pour vous montrer les types d'applications qu'on a. On a donc Aladdin ou sa version qui peut être inclus dans une interface web, qui peut accéder à toutes ces données. On a un outil qui permet d'accéder à des données tabulaires. Il y a un outil pour les données spectrales. Et on peut combiner tout ça dans des notebooks Python
Alors, je ne vais pas le jouer jusqu'au bout, mais vous voyez, ça marche bien. Ça permet aux gens de conserver trace des process qu'ils ont utilisés pour travailler sur les données. Donc, je voudrais... Ah oui. Là, c'est juste une vision instantanée des données de longue traîne. Sont des données tabulaires attachées à des publications c'est des publications dans un journal qui s'appelle Astronomy and Astrophysics. C'est des données qui ont au moins parmi les informations qui sont fournies dans la table, il y a une position et on peut afficher sur le ciel les données qui sont dans des tables attachées aux publications d'astronomie et astrophysique. Et on peut ensuite aller regarder de plus près. Ça veut dire que quand on récupère des données d'un observatoire, on peut aller voir s'il n'y a pas eu des publications à propos de l'objet qu'on est en train d'étudier, et ensuite aller vers les données qui sont dans les publications pour cet objet. Donc, en conclusion, on voit de façon générale, quand on revient au contexte général, que la science ouverte est un sujet qui est un sujet chaud et qui évolue très rapidement. Nous, on est concernés depuis longtemps. Je pense aussi parce qu'on avait l'habitude de travailler au niveau international pour les concepts et la réalisation d'instruments. Et donc, on a continué à travailler au niveau international pour définir les standards pour partager les données. Mais toutes les disciplines sont concernées maintenant, ne serait-ce que parce qu'il y a une pression politique forte allant vers le partage des données. Il n'y a qu'à voir le plan national pour la science ouverte ou les aspects liés à la Commission européenne. Avec le recul qu'on a, vous avez vu qu'on a commencé il y a un certain temps, ça a été une révolution dans la manière dont dont on fait de la science tous les jours. Et c'est vraiment quelque chose qui valait la peine. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça demande beaucoup de boulot. Je pense que vous le savez puisque vous avez une infrastructure et que vous travaillez sur les données de l'infrastructure. Ça demande énormément de travail, mais quand on voit ce qui se passe une fois que le travail est fait, ça vaut vraiment la peine pour la science et pour servir la communauté. Donc, il faut arriver à partager les données, les logiciels, les procédures et les compétences. Et ça définit, on a besoin d'un écosystème complet. Vous avez vu, on a les archives, on a les bases de données à valeur ajoutée, on a les publications, et ça fait un écosystème que la communauté utilise tous les jours. Donc, ce qu'on voit aussi avec le recul, c'est qu'il y a des éléments parfaitement essentiels. Il faut avoir la confiance de la communauté, et ça, c'est la confiance dans la qualité des données et la confiance dans les gens qui fournissent les données. Et j'ai déjà dit ça, je ne sais pas combien de fois, mais je veux insister là-dessus en conclusion. Il faut que ce qu'on fait soit piloté par les besoins des utilisateurs. Et pour terminer, insister sur le fait qu'il y a énormément de travail que les utilisateurs ne voient pas. Si c'est bien fait, tout est transparent. Ça implique des gens avec des profils très différents, des chercheurs, des curateurs de données, des ingénieurs informaticiens, et aussi, d'une certaine manière, les gens qui mettent en place les instruments. Et il y a tout ce travail d'accord international sur les standards qui est essentiel, mais encore une fois, arriver à définir des standards d'échange de données au niveau international ou des standards en général, ça demande du temps, des efforts et arriver à faire converger des points de vue qui peuvent être assez différents.